Troisième et dernière partie, témoignages et évolution de la psychiatrie. Actuellement, je travaille à la fois dans un lieu de consultation, XAPA, et donc au niveau de l'hospitalisation, du soin de suite et de réadaptation en addictologie, des hospitalisations sur du long cours. Et comment je travaille avec les différents professionnels qui font partie de l'hôpital. Chacun rencontre le sujet et donc c'est toujours un peu la même chose, c'est-à-dire que l'idée c'est de faire lien avec les différents professionnels. Donc oui, ce sont des éducs, infirmiers, ASH, médecins, assistantes sociales. Voilà, il y a ces fameuses synthèses, ces fameux temps de réunion, mais c'est bien le fait de parler ensemble. On émet une hypothèse, c'est-à-dire on dit on va aller vers là. Voilà, on découvre qu'il y a quelque chose de la maniaque. C'est-à-dire, ça aussi, c'est une pathologie qu'on peut rencontrer en psychiatrie, en addictologie, quelque chose qui s'emballe, où la personne ne peut pas s'arrêter, que ce soit dans le corps, que ce soit dans la parole. Quelqu'un qui est toujours encombré, très sensitive, où elle va être très vite envahie, qui va se laisser envahir par des tas de choses. La pensée est en boucle. Donc c'est extrêmement fatigant, c'est extrêmement débordant. Il y a des traitements qui apaisent un peu les choses et on voit du côté de la manière d'être avec la personne. Dire que, par exemple, moi, dans mes entretiens, mon travail, ça va pas être dans le contenu, dans ce qui va être dit, dans un premier temps, mais plus dans le contenant. Donc l'idée, c'est de vraiment venir dire à la personne, là on arrête l'entretien. Souvent ça les saisit, et j'explique en fait. C'est vraiment la question de la parole. Après, il y a des outils dans les équipes. Je fais aussi des activités avec les autres professionnels, ça arrive ça. C'est un autre pan de mon travail. L'idée, c'est vraiment... chacun a sa spécificité. L'hôpital et le soin psychiatrique en addictologie, c'est le fait que plusieurs personnes se rencontrent avec des spécificités, c'est le regard, plus le sujet. Mais c'est ça qui permet vraiment de travailler, d'accompagner, d'étayer la personne. Bon, évidemment, je ne peux pas ne pas en parler. C'est vrai qu'il y a eu un incident extrêmement grave, donc ça c'est après mon départ de la psychiatrie. Donc une infirmière qui a été mortellement atteinte par des coups de couteau donnés par un patient. Ce qui est terrible, c'est que moi je suis partie me disant que je ne pouvais pas continuer à travailler là-bas parce que je percevais qu'il allait se passer... alors c'est ça qui est terrible, c'est que je percevais que on ne prenait plus en charge des états gravissimes de patients, qu'il pouvait y avoir des gestes auto-agressifs et hétéro-agressifs impossibles à gérer du fait de l'organisation générale de la psychiatrie. Il se trouve que ça s'est passé. Alors il faut savoir qu'on n'est pas maître de tout et qu'en psychiatrie, c'est des choses qui peuvent arriver. Un être humain, on ne peut pas tout gérer d'un être humain. On ne peut pas, quand on sait ce qui peut se passer, quand on a cette expérience d'entendre la décompensation du sujet, quand un sujet peut expliquer comment en 6 heures il peut d'un coup d'un seul être saisi par des phénomènes qui l'amènent à avoir l'idée qu'on lui veut du mal et que donc il va aller tuer quelqu'un, il faut savoir que parfois on ne peut pas avoir la main là-dessus et qu'on ne l'aura jamais. Et c'est ça qui est terrible. Je sais bien que c'est terrible, mais c'est vrai. Je me rappelle d'un patient qui m'a décrit à 3 heures de l'après-midi, il s'enferme dans sa chambre parce qu'il n'est pas bien. Il a affaire à des phénomènes qui étaient existants mais qui prennent place et il prend la décision d'aller tuer quelqu'un parce que cette personne lui a du mal et que s'il ne la tue pas, il va y avoir des choses qui vont se passer. Il y a aussi toute une idée avec Dieu. Et donc il part, il sort de chez lui avec un couteau et il y va. Là, ça a été géré, évidemment. Du coup, tout le monde s'est saisi de ce qui s'est passé. L'administration, les autres soignants, d'ailleurs, ont été très présents. Donc, il fallait gérer et
les soignants et les patients. Je pense que d'une certaine manière, les soignants étaient quand même très entourés, hein, même si ils étaient effondrés, traumatisés. Donc les équipes sont venues, d'autres équipes sont venues. Je me demande du côté des patients comment ça a été géré. Je crois qu'il y a eu des groupes de parole, des choses comme ça pour parler de tout ça. Je pense que quand même les soignants ont eu le sentiment d'être entourés. Mais quant à saisir véritablement, analyser, à faire des groupes d'analyse de la pratique pour évoquer vraiment ce qui s'était passé en profondeur et venir saisir ce qui a pu se passer et comment on aurait peut-être pu faire autrement, c'est-à-dire venir dans le détail, voir comment c'était arrivé et comment tirer des leçons de ça, à mon avis, ça n'a pas été fait. Donc je n'étais plus en psychiatrie, mais je suis venue dans des réunions qui avaient lieu et j'ai souvent dit ça, que pour moi, l'outil nécessaire, c'était de faire venir des professionnels extérieurs, des psychologues extérieurs à l'institution, pour venir faire des groupes d'analyse de la pratique, non pas pour venir critiquer ce qui se faisait, mais vraiment pour venir dans le détail reprendre tout ce qui s'était passé, comment on en était arrivé là, tirer des leçons de ça. Ça n'a pas été fait. Et pour moi, ça c'est une erreur monumentale. Parce que, à mon avis, il reste des traces encore aujourd'hui de tout ça. Moi j'observe des traces de ça, des peurs qui subsistent, des mouvements de repli des soignants face à des situations, on voit des patients plus ou moins terribles, hein. Enfin, il y a des gens qui sont hors d'eux, vraiment hors d'eux. Je vois bien comment ces patients font très peur et comment aujourd'hui il y a des freins pour les traiter. Et normal, parce qu'il y a eu ce qui s'est passé et que ça laisse des traces indélébiles. Après, dans le quotidien, il peut y avoir mille incidents, hein. Vu la catastrophe de la santé publique, je peux vous en raconter des milliers d'incidents qui arrivent, des histoires. En fait, mais j'imagine que dans tous les métiers, c'est peut-être pareil, mais quand il s'agit de la vie d'un être humain, ça a des conséquences, ça peut avoir des conséquences terribles. Genre des téléphones qui ne fonctionnent pas, un patient qui m'appelle, qui est effondré, qui pleure, qui m'appelle, qui veut de l'aide, je lui propose une hospitalisation, j'appelle les urgences, ça ne répond jamais, le téléphone ne fonctionne pas, je vais voir un autre téléphone parce qu'il y a une mauvaise... il y a des procédures pour appeler le 15 de l'intérieur de l'hôpital, ça ne fonctionne pas, je vais par Mont, par Vaux, ça ne fonctionne pas, 1 heure passe... Moi je me dis, mais la personne va se foutre en l'air, enfin, pour que finalement on prenne un téléphone personnel, c'est des incidents comme ça, une mauvaise gestion, il peut y avoir des tas de choses, des urgences, que les urgences sont débordées, qu'on ne sait plus où mettre les personnes. Voilà, c'est aussi tout ce problème entre la dicto et la psychiatrie, parce que c'est ça aujourd'hui aussi, on veut... Il y a des services pour tout. Il y a des services pour les addicts, il y a des services pour les malades mentaux, il y a des services pour les traumatisés, il y a des services pour les gens qui ont des problèmes avec la justice. Et alors, quand on coche toutes les cases, on est hospitalisé où, en fait? Et comme les lits sont peu nombreux, comme non, c'est toi qui vas le prendre. Non, c'est toi, en fait, qui va le prendre. Et puis, il y a une espèce de yo-yo comme ça, et c'est à qui ne prendra pas la personne parce que les services sont surbookés. Ça, c'est tout le temps. Ça, ce sont des incidents quotidiens. Les incidents qu'on peut avoir dans notre service, il y a... ce qui est déplorable, c'est tout le temps la mort dans le milieu de la santé. Alors, je vais parler avant tout des patients. Malgré qu'on soit à l'écoute, bienveillant et présent, on a malgré tout à déplorer des décès parfois de nos patients qu'on suit. C'est tout le temps une épreuve difficile, ça,
de se heurter à ça, que ce soit d'ailleurs des décès parce que défaillance du soin ou défaillance de moyens, ou aussi parce que des fois nos patients, on les accompagne pendant des années, il peut leur arriver comme à tout le monde d'avoir un cancer, et quand ça fait 20 ans, 30 ans qu'on accompagne des gens, ça c'est jamais... c'est pas rien, enfin je veux dire évidemment qu'on a une distance relationnelle malgré tout. Quand ça fait 30 ans qu'on accompagne quelqu'un, eh ben ça nous touche, hein. Quoi qu'on en dise, on est humain, on n'est pas des robots, hein. Ça donc c'est des incidents graves qui peuvent nous arriver. Les autres types d'incidents qu'on peut avoir, c'est tout ce qui va être quand on subit nous-mêmes de l'hétéroagressivité, et donc ça veut dire des passages à l'acte violents. Il y en a des pas graves, il y en a des graves, mais en psychiatrie ça a toujours existé. Pas qu'en psychiatrie, hein, aux urgences aussi, les collègues se prennent des coups. Finalement, quand on travaille dans l'humain, on se heurte à parfois la violence de l'autre. Et encore plus du coup quand même dans notre domaine où des fois la personne elle n'a pas conscience de ses troubles ou de la réalité de ce qu'elle fait, ou des fois ça nous arrive alors dans les choses pas graves, et encore je dis pas grave, mais c'est pour dire, hein, c'est de se prendre des menaces ou des virulences verbales, mais qui sont pas anodines, quoi. Quand on se fait menacer de mort, quand on se fait insulter, c'est déjà des choses qui nous marquent et puis qui peuvent amener à être perturbés, quoi. On rentre pas pareil chez soi, des fois on a pompé tellement de choses, ça nous met en état de tension, on arrive à la maison, on peut ne pas être bien, donc ça c'est pas facile, mais je dirais que ça on apprend à le gérer et on apprend à s'en protéger. Là où malheureusement on calcule et on maîtrise pas tout, c'est quand on va se prendre soit des coups, et effectivement malheureusement l'actualité a montré qu'on peut aller jusqu'à être agressé plus gravement et en décéder. Donc on a notre collègue Elodie là, qui du coup a été assassinée, mais récemment on a une collègue qui s'est fait séquestrer et stranguler, et en fait dans l'histoire on a régulièrement des passages à l'acte comme ça, des fois sur nous, sur nos collègues. Donc ça fait partie des choses qui sont choquantes, pas acceptables, quoi qu'il arrive, mais on voit une violence sociale qui monte, donc nous là-dessus on sera en première ligne. Puis on a une augmentation de notre quantité de personnes à suivre. On voit qu'il y a quand même de plus en plus là, de gens qui viennent, il y a un mal-être social, et nous on a augmenté au niveau de nos files actives le nombre de personnes qu'il faut suivre, mais on n'a pas eu plus de moyens pour autant. On passe notre temps à entendre l'importance du bien-être au travail, l'importance, on parle des risques psychosociaux, voilà. C'est-à-dire qu'on entend qu'actuellement les médias, tout le monde a ces mots-là à la bouche, et en même temps dans les faits c'est pas ce qu'on voit, sans parler que de la violence, hein, le mal-être tout simplement des gens, faut arriver à le soutenir et le penser. S'il n'y a pas les moyens, petit à petit tout se dégrade et tout va mal, et ça impacte pas que la personne elle-même qui va pas bien, ça impacte sa famille, ça impacte ses proches, ça impacte le boulot. On est censé pouvoir permettre justement de faire tampon à toutes ces souffrances-là, et on voit pas forcément trop les moyens qui suivent avec. Des incidents, il y en a. Des accidents, il y en a aussi, un peu moins souvent. On va se souvenir de l'affaire du décapité à Pau, dans un service de psychiatrie. Dernièrement, donc, on a eu le meurtre d'une collègue. Moi, personnellement, j'ai eu des agressions. Des collègues se sont fait agresser. On a dû sortir parfois, ou j'ai dû me sortir parfois de situations un peu compliquées. On a peur, mais on ne laisse pas parler la peur. Et on peut y aller aussi physiquement. J'ai une collègue qui s'est fait agresser il n'y a pas très longtemps, visite à domicile. J'ai eu une collègue qui s'est fait tuer, poignarder. C'est pas toujours simple, mais si on s'arrête à ça, on arrête de faire ce métier. J'ai la chance de prendre du recul. J'arrêterai tout de suite de faire ce métier qui me plaît, et quelles que soient les conséquences. Je vais continuer là-dedans parce que c'est un métier que j'ai choisi, que j'aime, que je fais avec passion, avec ferveur, quelles que soient les difficultés. Après, c'est vrai que j'arrive à un âge où j'ai plus la même
capacité physique à contrer quelqu'un, mais je ne vais pas m'arrêter pour ça. Le patient qui poignarde une collègue, ça peut arriver parce qu'il pète un plomb à ce moment-là, ça peut aussi arriver parce qu'il a un médecin qui est, je ne veux pas dire incompétent parce que je peux juger que mes pairs, je ne peux pas juger un médecin sur sa façon de faire, mais ils sont parfois très légers, quoi. Les médecins, ils croient tout savoir. Moi, mes patients, je les connais parce que je vis au quotidien avec, j'ai des entretiens pendant des heures par semaine, par mois. Eux, ils les voient un quart d'heure tous les mois et ils croient tout savoir. Et souvent, la difficulté, elle vient de ça, de la non-connaissance du patient et de sa pathologie. Sans toute modestie gardée, je connais mieux mes patients que leurs médecins. Et le médecin qui croit tout savoir, qui est dans toute puissance, le patient ne dit pas la même chose au médecin parce que parfois ils en ont peur, parce qu'il veut se dire si je dis ça, il ne va pas me laisser sortir, donc je vais dire ce qu'il a envie d'entendre pour qu'on lève mon programme de soins. Parce que souvent, les gens ils sont placés par les SPDRE, les SPDT, donc c'est demande par un tiers ou demande par réquisition de l'État. Donc c'est le préfet qui place le patient en psychiatrie. Et le médecin, des fois, pour ne pas s'emmerder, il dit je vais lever le programme de soins. Comme ça, je ne vais pas être obligé de le voir régulièrement. Donc quand c'est traité par-dessus la jambe comme ça, c'est là que ça peut être dangereux. Moi, ça ne me dérange pas d'agresser verbalement. Physiquement, ça m'est arrivé peu de fois. En 25 ans, je crois que j'en ai vécu 3. Ouais, 3. Mais c'est pas ça le pire. Moi, ce qui m'embêterait, c'est d'être agressé physiquement. Effectivement, j'ai moins de réflexes qu'avant. Ce qui m'embêterait, c'est de ne pas pouvoir terminer ma carrière sur quelque chose de positif. Je ne m'arrêterai pas ma carrière sur une agression. Je retournerai au taf, toujours, pour au moins aider les gens. Mais les agressions physiques ou verbales, c'est pas grave, c'est un lot quotidien. Parce que ce qu'il faut se dire, toujours, mais ça, gardez ça en tête, c'est que la personne qui vous agresse ou qui vous manque de respect, elle est malade. Donc, à partir du moment où je considère que la personne est malade, elle n'est pas forcément dans toutes ses capacités de réfléchir. Donc, moi, ça me sauve de penser que la personne est malade. Mais comme on fait, après, il y a des cellules de crise. Souvent, c'est trop tard, beaucoup trop tard, parce qu'on crie. Depuis des années, on crie qu'on n'a pas de moyens humains ou financiers, où la structure n'est pas là pour nous aider. Donc, on fait avec ce qu'on peut. Dans les hautes sphères, ils ne comprennent pas notre souffrance. Et ça arrive à certains drames. Puis après, on dit, on va faire une cellule de crise, on va en parler. Mais c'est trop tard. Par rapport, pour contrer ça, il y a des formations. Une formation, je m'appelle une formation Omega. C'est contrer les agressions physiques. Et aussi en service de psychiatrie pour mettre les gens en CPF, centre de protection fermée. On y va à plusieurs. Et il y a des techniques pour contentionner les personnes agressives. C'est juste pour les protéger. Donc effectivement, il y a des techniques, on les apprend. On doit se recycler tous les 3-4 ans pour ne pas perdre les gestes. Les événements qui vont vous être racontés se sont en fait déroulés en février 2020. Oui, c'est plus que des incidents, c'est des drames. On a quand même une collègue infirmière, Elodie, qui est décédée en février 2019, poignardée par un patient dans l'exercice de ses fonctions, dans les services d'admission, donc d'intra-hospitalier, où les patients sont en hospitalisation complète, jour et nuit. Ça a été un choc terrible, un non-sens, un chaos, je ne sais pas comment dire. J'ai l'émotion parce qu'on n'est pas payé pour mourir. Et parce qu'on avait dénoncé ce médecin. Et qu'on devait continuer à travailler avec. Et que là, récemment, nous avons appris qu'il a été blanchi par la justice. Et qu'il demande à être réintégré. La direction de l'hôpital fait tout pour que ça n'arrive pas, parce que pour eux, il est hors de question qu'il revienne travailler avec nous, avec les équipes, c'est impossible. Et il le force à demander sa mutation, mais il n'a pas l'air de très bien comprendre. Donc pour l'instant, nous n'en savons pas plus. Après, mon dernier espoir, c'est le procès d'assises, puisque le patient a été reconnu responsable de ses actes. Donc le procès d'assises, est-ce que ça va mettre la lumière sur une chaîne de responsabilité, dont la responsabilité médicale. Donc sur les faits en eux-mêmes, ils n'ont rien pu leur reprocher, même si le jugement a pu dire que du point de vue moral, il y avait des choses énormes à lui reprocher, mais que la justice n'était pas là pour ça. Elle est là pour juger des faits, et non pas des valeurs, des positions morales. L'ordre des médecins peut quand même condamner un père pour manque à la déontologie et à l'éthique. Alors, je ne connais pas ce patient, moi je ne l'ai pas accompagné.
Il était connu pour être potentiellement dangereux et violent. Sa violence n'a pas été réellement prise en compte par le médecin, malgré les alertes des soignants du service où il était hospitalisé. Il lui a été annoncé qu'il continuerait d'être soigné, mais sous contrainte, c'est-à-dire avec une hospitalisation à la demande d'un tiers ou un péril imminent, mais quelque chose qui le maintienne dans les soins. Il n'a pas supporté et là, il est sorti de sa chambre, il est parti sur le parking. Les collègues ont essayé de le retenir pour qu'il puisse continuer à bénéficier des soins. Et là, il y avait quelqu'un qui l'attendait sur le parking, il a sorti un couteau, il a poignardé Elodie. Et notre collègue Élise a pu se protéger Elodie, c'est-à-dire qu'elles sont rentrées dans le rez-de-chaussée de la psychiatrie. Élise a pu fermer la porte à clé de l'intra. Elle a eu ce réflexe génial, parce que ça aurait pu être encore plus grave. Les collègues sont arrivés, etc. Et les secours ont pu être prévenus. Et lui, il voit notre collègue en réanimation et ce médecin s'en va. Il prend son demi-RTT pour partir en vacances. Il n'est pas resté. C'est là-dessus que la déontologie et l'éthique devraient avoir un mot à dire. Donc il y a des conséquences terribles, l'intra a fermé, des collègues s'en sont pas remis du décès d'Élodie. Et puis, on n'a pas récupéré la totalité de nos lits. Il y a un service fermé, mais oui, mais non, qui doit ouvrir, mais non, mais pas maintenant, mais si, mais c'est une catastrophe. Heureusement, il y a une aide de Poitiers, mais qui a ses limites. On a des médecins très bien qui viennent de Poitiers, notamment au CMP, hôpital de jour. On est très contents, mais ils sont là qu'une ou deux journées par semaine. Mais bon, c'est déjà ça, et nous, ça nous a fait du bien de retrouver des médecins normaux avec qui on travaille normalement. Et puis on a eu un autre drame, c'est-à-dire qu'une de mes collègues là, du CMP a été séquestrée lors d'une VAD par un patient. C'était cet été, au mois de juillet. Moi, je n'étais pas là, j'étais référente avec elle de ce patient. 15 jours auparavant, c'est moi qui étais en visite à domicile, donc j'avais alerté parce qu'il était de nouveau persécuté, etc. J'ai essayé d'aborder la chose en synthèse, mais j'étais à peine écoutée. J'ai prévenu la collègue, etc. Et voilà, il est arrivé ce qui est arrivé. Alors ça m'agace, ça me met fortement en colère, puisque... Alors, la première chose qu'a fait le médecin qui le suivait, c'était de se... Au début, elle était très empathique, c'est pas la question. Et ensuite, c'était pas de sa faute. Voilà. Elle nous a sorti des choses aberrantes, comme quoi elle n'était pas au courant qu'on allait en visite à domicile, qu'elle les avait pas prescrits. Alors à sa défense, c'était un relais d'un médecin qui a été poussé à la démission, l'ancien médecin-chef, et qui n'avait pas du tout travaillé de concert avec ses collègues somaticiens, notamment endocrinologues, parce que c'est un patient qui souffre quand même d'un trouble très grave et qui avait des injections de testostérone. Or, c'est complètement contre-indiqué dans le cas d'une pathologie psychiatrique. Et ça n'a inquiété absolument personne. En tout cas, c'est une erreur médicale parce qu'il devait se mettre de concert. Alors nous, on a alerté, rien du tout. Continuer de le suivre, surveiller, c'est ce qu'on a fait, ouais. Et puis aujourd'hui, tout le monde se jette la pierre, quoi. Oui, la collègue elle a été très choquée, mais elle a pris soin d'elle, elle va bien. On attend son retour, on va voir si elle revient. Parce qu'elle est proche de la retraite, donc finir sa carrière là-dessus, c'est quand même terrible. Donc on espère qu'elle va revenir. Et puis nous, c'est non. Et là, il y a encore un médecin qui a voulu nous mettre en danger, un patient qui est en SPDR, ce qu'on appelle soins psychiatriques à la demande d'un représentant de l'État. Donc c'était ce qu'on appelait autrefois les hospitalisations d'office. Elles sont quand même ordonnées par le préfet. Donc quand même, il fallait quand même qu'on aille vérifier chez lui s'il était là. Or, c'est un patient qui est connu quand même, qui peut être dangereux. Il n'avait pas eu sa dernière injection. Donc nous, ça nous alerte. On dit, danger potentiel. Ça ne posait pas de problème au médecin de nous y conduire. Donc il a fallu, alors personne ne nous a défendu, ni le cadre, ni les autres médecins, il a fallu que nous, on dise non, on n'ira pas. Mais ça a été compliqué pour eux de l'entendre. Il ne faut pas être soumis à l'autorité. Alors ça fait partie, j'ai envie de dire, de l'ADN des éduques. Dans notre formation, on nous apprend à dire non. On nous apprend l'éthique, c'est-à-dire, voilà ce qu'on me demande, le juge des enfants, l'administration, la direction de telle institution me demande de faire ci, de faire ça, et à un moment donné, c'est non. Non, parce que ce n'est pas éthique.
Non parce que je vais me mettre en danger et non parce que je vais mettre en danger les usagers. Donc ça, on nous l'apprend. En plus, moi, j'ai été formée dans le cadre du procès d'Angers, sur le gros réseau de pédophilie, de prostitution d'enfants à Angers, où des travailleurs sociaux, etc., ont été inculpés parce qu'ils n'avaient rien vu, rien entendu, etc. Et on a été formés par les juges et les avocats aussi. On a eu toute une semaine de travail là-dessus en disant, vous, en tant que citoyen et professionnel, vous avez le droit d'alerter et le droit de dire non. Et puis, par contre, les jeunes infirmiers, c'est compliqué parce qu'on leur instaure cette espèce de mandarina, c'est oui, docteur, oui, docteur, oui, docteur. Non. Elles non plus sont pas sous leur hiérarchie. Donc on a un rôle propre. On est au clair avec nos missions et on a une éthique et une déontologie nous aussi. Donc nous avons le droit et le devoir de dire non. Donc on leur transmet. C'est en nous voyant faire et en ayant moins peur de le faire qu'une équipe peut être amenée à se positionner comme ça. Après, voilà, il faut savoir aussi que dans la fonction publique hospitalière, on est de moins en moins de titulaires, il y a des contractuels beaucoup plus longtemps, donc aussi ils ont peur de leur avenir. Or, dire non ne remet en rien en question leur place. Mais ça, c'est pas toujours évident de lutter contre cette peur. Ça se vérifie et puis ça s'apprend. Alors, quelle évolution dans les soins psychiatriques? C'est une dévolution. Bien sûr qu'il n'y a pas d'époque merveilleuse. En psychiatrie, il y a vraiment un effet vraiment terrible. Enfin, une réduction des soins, une réduction des lits, une réduction de l'offre, une réduction des personnels. En fait, c'est une réduction de tout. C'est sociétal, en fait. Il y a vraiment l'idée que l'être humain est réparable. Alors c'est merveilleux, c'est vrai que au niveau somatique, il y a des choses merveilleuses. Mais de ce point de vue-là, les soins psychiatriques, c'est une misère. Mais évidemment, plus on est en difficulté et plus la solution est compliquée. L'état de la psychiatrie détermine de comment va une société. Et il faut bien se dire quand même qu'il y a des infirmiers qui ont fait des grèves de la faim. On n'arrive pas à ça comme ça. Moi, je pense que les fous ne sont pas ce qu'on croit. Je pense que les fous c'est d'imaginer, de concevoir une société où l'être humain doit rentrer dans des cases. Non. Alors peut-être que c'est un peu catastrophique, mais après j'ai de l'espoir, je vois bien que la marginalité, la vie autrement, c'est des solutions, et tant mieux. Dans des situations graves quand même, la psychiatrie quand même avait son importance. Mais peut-être que là aussi on va trouver d'autres façons de faire. Peut-être qu'on va inventer autre chose. L'avenir de la psychiatrie, par exemple les psychologues, il y a vraiment l'idée que le psychologue n'appartienne plus du tout à l'hôpital public. C'est vraiment l'idée qu'il n'y ait plus de psychologues à l'hôpital. Il y a des nouvelles lois, avec l'idée de rembourser, ça c'est bien, de rembourser les soins au niveau libéral et tout ça. Et de plus en plus, on voit bien que tout va vers l'idée que le psychologue dépende du médecin, du médical, avec le psychologue comme spécialiste de ces techniques. Et avec cette méthode, avec la classification des troubles. Donc c'est plus, c'est plus le psychologue en tant que tel. C'est un autre métier, c'est autre chose. Parce que là, on est très fort. On détermine beaucoup de choses. On détermine des troubles, les enfants. On détermine les CMPP, les lieux comme ça. Aujourd'hui, c'est plus un lieu curatif. C'est vraiment l'idée de déterminer les troubles. Les enfants, on détermine paf. Et après, c'est le privé qui devrait être dans cette position de soigner. Mais quand on n'a pas les moyens, on fait comment ? Se met en place beaucoup dans le privé des choses, par exemple des groupes d'entraide mutuelle, des associations qui prennent en charge, qui accompagnent les patients, qui font comme ils peuvent. Ils n'ont pas la formation, mais ils ont la bienveillance, ils ont le respect. Donc c'est comme ça aujourd'hui. Pourquoi pas, mais c'est aussi c'est une manière de faire, c'est-à-dire quand soi-même on a eu des troubles, comment on peut accompagner, comme les alcooliques anonymes, des choses comme ça. C'est aussi des façons de faire, des lieux
d'accueil privé. C'est vrai que c'est un peu incroyable parce que tous les prévisions, quand on voit tous les romans d'anticipation, les BD, Bilal, je sais pas si vous connaissez, moi, La Foire aux Immortels, je trouve ça vraiment, on voit bien, il y a un monde supérieur et puis il y a un autre, quoi. Mais après, il faut aussi faire confiance à l'être humain. On voit bien comment on trouve toujours des solutions. C'est vraiment des politiques, il faut bien se dire ça, que par exemple là les psychos, on en a parlé après le Covid, psycho, et puis de faire en sorte qu'ils aillent dans le privé, ok d'accord, mais pourquoi ne pas renforcer à l'hôpital? Quand ils sont en psychiatrie, là, 3 au CMP, donc 3 psychologues, pourquoi ne pas renforcer les psychologues au CMP, puisque les gens n'ont pas l'argent, et c'est reconnu, on sait qu'au CMP il y a des psychologues, on sait que pourquoi ne pas faire en sorte qu'il y en ait 4 ou 5? Pourquoi c'est quoi ça? C'est l'idée voilà, que l'argent mène le monde. Alors l'évolution, d'abord, moi ça fait 23 ans que je travaille. Les années se passent. Et plus les années se passent, et plus je constate une diminution des moyens humains, des moyens financiers, matériels. Les qualités aussi sont dégradées. Il y a l'indicateur de la qualité du café servi en fait. C'est con, mais quand je suis arrivée, le café à l'hôpital pour les patients, il n'était pas dégueulasse. Et plus les années passent, et plus la qualité s'est diminuée. Moi, je m'attends même, ça existe dans notre service, ce qui est plus du tout, par exemple, on sert le café, nous, en psychiatrie, un jour, il n'y en aura plus, c'est sûr. Hein. Mais bon, voilà, ça, c'est histoire d'en rigoler un petit peu, l'indicateur café. Après, non, plus sérieusement, les moyens se dégradent. Il y a aussi, dans l'évolution du métier, moi, c'est les outils de formation. Je parlais, justement, moi, je suis sortie de l'école avec le nouveau diplôme. Ça veut dire qu'avant, il y avait un diplôme de spécialité psychiatrique. Les infirmiers qui sortaient pour travailler en psychiatrie, il fallait qu'ils aient ce diplôme-là, et ils avaient des capacités qui étaient bien supérieures, on va se le dire, parce que la clinique, parce que tout était bien plus approfondi. Alors effectivement, que dans ce domaine, ils n'avaient pas la globalité du diplôme, et ça posait d'autres soucis, parce que quand on prend en charge quelqu'un, on est censé avoir une capacité de prise en charge de ses besoins de santé de manière globale. Donc je dis pas que ce nouveau diplôme, il est moins bien. Il fallait bien peut-être réinjecter de la psy dans ceux qui font des soins généraux, parce que des patients psy, il y en a aussi en soins généraux, et mettre du soin général dans ceux qui bossent en psy. Qu'on regroupe, je peux l'entendre. Mais n'empêche que actuellement, moi, quand je suis sortie du diplôme, j'étais bien contente qu'il y ait tous les ISP encore là pour m'aider à prendre mes repères dans ce métier, parce que les outils qui m'avaient été donnés quand j'ai été diplômée, ils étaient incomplets ou pas suffisamment renforcés pour que je sois sortie du diplôme tout de suite bien opérationnelle et bien compétente et bien aguerrie. Donc en fait déjà moi l'évolution du métier en 20 ans c'est 3 diplômes. Et à chaque fois on passe la raboteuse sur les connaissances cliniques et médicamenteuses et tout ce qu'on veut. Et même le temps de pratique, puisqu'en fait une infirmière opérationnelle elle a pas que des connaissances théoriques, elle a des connaissances pratiques, ce qui veut dire du stage. Bon, actuellement un infirmier qui sort du diplôme, là, du nouveau diplôme de 2009, il a un stage en psychiatrie sur ses 3 ans. Point barre. Moi déjà, le diplôme d'avant, j'en avais fait un par an sur 3 ans, plus un optionnel, plus un de diplôme, donc plus un en pédo. Enfin, au bout du compte, j'en avais 6-7, quoi. Les infirmiers, elles bossent 3 ans, 4 ans, et puis elles raccrochent, et puis elles s'en vont. Donnons des outils pour que elles puissent démarrer de manière moins catastrophique et peut-être avoir envie de rester. On n'a plus assez de médecins, on n'a plus assez de soignants en général, mais de médecins non plus. Donc on se retrouve à avoir des glissements comme ça qui sont en train de se mettre en place. On se retrouve à travailler, comme là nous aujourd'hui, sans médecin. Mais là ils sont en train de vouloir mettre en place, c'est parti, la loi elle est passée, il y a même déjà des infirmiers qui sont diplômés. Les pratiques avancées, ce qu'ils appellent les pratiques avancées, mais en gros ça va être un peu... permettre de compenser l'absence médicale par un renforcement infirmier avec qui on ferait des glissements de tâches, donc des infirmiers qui vont avoir des droits de prescription. On me parlerait de revenir à une spécialité d'infirmier psychiatrique, j'accueillerais ça à bras ouverts, mais dans mon métier avec mon identité d'infirmière, pas de glissement de tâches légalisé.
parce que c'est comme ça que je vois, mais ça reste mon avis. Et comment je le vois évoluer dans le futur ? Je ne suis que sur une pente descendante. Moi, j'ai pas vu de montée. Donc malheureusement, mes 20 prochaines années, j'espère pouvoir les passer dans mon secteur. Je suis pleine de questionnements parce que au rythme où ça se dégrade, je me pose véritablement la question du futur. Je ne sais pas ce que ça va devenir, mais ça ne peut pas être réjouissant, vu ce que je vois pour le moment. Et donc, en fait, ça ne peut pas donner envie. Alors que sur le fond, ce métier, je l'ai choisi, je l'aime, et franchement, je le trouve extraordinaire. Donc, si je devais raccrocher ma blouse, ça ne serait vraiment pas parce que ce métier ne me plaît pas. C'est les conditions dans lesquelles on me les fait pratiquer qui deviennent franchement inquiétantes et insécures. Et donc effectivement, moi, il y a pas 2 ans, il y a une collègue qui est décédée sur le parking de notre hôpital. Et cet été, on en a une autre qui s'est fait agresser. Et en fait, si les moyens se dégradent, on va voir ces multiplications-là. Alors pas partout en France. Et à un moment, on se posera la question de savoir où je mets le curseur de ma sécurité, quoi. J'espère pouvoir le pratiquer jusqu'à ma retraite. Voilà, je vais donner mon espoir, ça serait ça. Mais je pense qu'il y aura des choses à changer si on veut pouvoir pratiquer correctement. Et pour le moment, c'est pas franchement ce qui est proposé. Nous, il n'y a pas Enfin, c'est stable. Et ce qui est plutôt confortable. Nos missions sont respectées. Voilà, on fait aussi en sorte qu'elles soient respectées. Mais ça fonctionne. Après, le métier d'éduc en général, c'est nous, EduxP en tout cas, nous sommes normalement des éducs de terrain. On est là pour accompagner les personnes sur le terrain. Or, la formation se transforme de plus en plus à en faire des coordinateurs, des EduxP, des coordinateurs. Donc en fait, en grosso modo, ce sont des chefs de service qui n'en ont ni le diplôme, ni le salaire. C'est encore une formation au rabais. Et ils ne sont de moins, les EduxP sont de moins en moins sur les terrains. On y met plus alors des moniteurs éducateurs, mais moins aussi, et des gens non formés. C'est-à-dire que des enfants avec des handicaps, des enfants en situation de maltraitance familiale, etc., sont accompagnés par des gens qui ne sont absolument pas formés. Et dans l'indifférence générale. Parce qu'aujourd'hui, il y a un gros problème, mais c'est dans le soin et c'est dans le médico-social et c'est dans le social, c'est-à-dire à partir du moment où on a demandé à ce que l'accompagnement des personnes en difficulté soit rentable, alors on a perdu les qualités humaines. Accompagner quelqu'un qui est en difficulté, prendre soin de quelqu'un qui est malade, ça n'est pas rentable. Ce n'est pas de cette rentabilité financière dont on parle, c'est d'une rentabilité sur le long terme, c'est-à-dire qu'une société se porte bien malgré ses défaillances, malgré ses blessures. Ce n'est pas le même investissement et ce n'est pas le même retour sur investissement. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une société ultra-libérale où ce qui compte, c'est le maximum de profit en peu de temps. Et tout ce placement, j'ai envie de dire éthique, déontologique, de foi en notre jeunesse, de foi en l'avenir, tout ça est complètement balayé. Alors que c'est ça qui devrait être le cœur même de tous ces financements. Accepter de perdre de l'argent, mais avoir en contrepartie une société qui se porte bien. La libéralisation du métier d'éducateur spécialisé, il faut qu'on m'explique parce que pour moi, on travaille en équipe, l'équipe était très importante. On ne peut pas travailler, on ne peut pas accompagner de telles souffrances en étant la tête dans le guidon et sans avoir une équipe pour pouvoir débriefer, pour pouvoir dire non, là tu vas trop loin. Enfin, mettre des garde-fous aussi, enfin, c'est hyper important. Alors là, je dois dire, pour moi, c'est un non-sens. Enfin, Mais malheureusement, beaucoup d'EduxP s'installent en libéral. Alors là aussi, ça digue beaucoup parce que les familles qui peuvent se payer un EduxP pour leur enfant autiste qui ne peut pas être pris en charge ou un enfant avec un polyhandicap, ils ont de la chance, ils peuvent se payer un éduc, mais les autres, comment ils font ? Et quelque part, c'est cautionner ça. Et ça, pour moi, c'est antinomique avec notre profession. Nous faisons un métier d'utilité publique. Donc toute personne qui a fait la demande, elle a le droit. C'est pas son compte en banque qui décide. L'évolution, alors on va faire un distinguo. Quand j'ai commencé en alcoolologie, il y avait énormément de SDF, ce qui a eu tendance il y en a toujours, à s'atténuer. Après, j'ai eu en soins où c'est des personnes qui faisaient des burn-out, donc qui picolaient pour oublier le quotidien. J'ai eu des commissaires de police, j'ai eu des médecins, j'ai eu des kinés, j'ai eu toutes sortes de gens. Ensuite, tout ce qui est psy, ça évolue pas. Ce qui évolue,
c'est la façon de prendre les gens en soin. Depuis quelque temps, là, avec la Covid, il y a eu une flambée de personnes mal, je ne veux pas dire psychiatriquement, mais psychologiquement, mais souvent ça amène à certaines dérives, à des maladies, des gens qui ont des tocs de lavage par rapport à la Covid, des gens qui ont peur des autres et qui se renferment sur eux-mêmes. L'évolution du métier, là c'est l'évolution des patients. L'évolution des métiers, je ne la vois pas d'un très bon œil parce que des moniteurs éducateurs, ça va s'arrêter, il n'y en aura plus. Et tout ce qui va être éduque, ça va être plus de la paperasse. Les infirmières et infirmiers, ils ne veulent pas être dans ces métiers-là, ils veulent plutôt être dans des structures type urgence où on voit, ou dans les services de médecine. Les services de psychiatrie, où il y a le plus de besoins, c'est là qu'il y a le moins de moyens. La psychiatrie, c'est le parent pauvre de l'hôpital. On n'a aucun moyen, mais par contre, si on n'est pas là, ça ne va pas. Moi, chez Moniteur Éducateur, je fais un boulot d'EduxP. Je fais le même boulot qu'un EduxP pour moins cher. Et je pense que l'éducatif dans les services de psy, on va plus en avoir besoin. Parce qu'ils vont être remplacés par des AMP qui sont moins chers. Ça sera que du médico. Alors que je reste persuadé qu'en écoutant les gens, qu'en les accompagnant, qu'en faisant un petit peu d'éducatif, on peut soulager la souffrance des gens. L'hôpital est là pour gagner de l'argent. Je suis désolé, mais moi, on ne gagne pas de l'argent sur le dos de malades. Les gens ne sont pas demandés à être malades. Ils sont malades de fait, on ne sait pas pourquoi. Et maintenant, voilà, il faut faire dans le service de maternité, il faut faire tant de césariennes, parce que la césarienne, ça rapporte plus qu'un accouchement par voie basse. En psychiatrie, il faut faire tant d'électrochocs, parce que là, ça rapporte. Il faut faire manger les gens, parce que là, c'est que ça rapporte. La Sécu paye, l'ARS paye, l'État paye. Et moi, c'est pas comme ça que je conçois le soin. Alors déjà, j'ai beaucoup de respect pour les personnes, enfin du coup avec les infirmiers forcément, au vu de mes études, mais par rapport à ceux qui passent du temps, énormément de temps, je pense surtout aux personnes qui sont spécialisées pour les activités. C'est eux qui sont en première ligne avec les patients en psychiatrie. C'est eux qui passent généralement le plus de temps avec eux. Parce que le médecin va passer une fois à les voir dans la journée, l'infirmier c'est peut-être 2-3 fois, mais c'est dans ces moments-là où ces personnes-là, il me semble que c'est les AMP. Donc c'est les éducateurs effectivement qui ont un rôle très important, qui passent beaucoup plus de temps avec eux. Donc moi j'ai vu le côté infirmier, et j'ai malheureusement pas eu l'occasion de passer une journée avec des éducateurs. C'était des choses qui étaient proposées, mais avec le temps on n'a pas pu. Mais je pense que c'est quelque chose de très intéressant à voir. C'est un autre suivi, c'est eux qui passent le plus de temps avec les patients, c'est eux qui voient réellement la progression. Ils ont un rôle hyper important, les éducateurs en psychiatrie. Personnellement, déjà, je les féliciterais parce que ça doit pas être facile, honnêtement. Ils doivent avoir une force, mais surhumaine pour à encaisser tout ce qui se passe dans les hôpitaux. Et pour moi, comme je l'ai déjà dit précédemment, c'est des personnes qui on a besoin d'hôpitaux psychiatriques, donc on a besoin de ces personnes-là. Et malheureusement, on n'a pas assez... ils sont pas assez remerciés ou mis en lumière. Le Covid a eu un très très gros impact psychologique aussi sur les gens. Il y a eu beaucoup de cas qui sont entrés, des personnes qui sont entrées en hôpital psychiatrique suite à ça. C'est aussi du personnel hospitalier, et c'est aussi la santé mentale est aussi importante que la santé physique. Et qu'est-ce que je leur demanderais ? Je leur demanderais, je pense, de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'ils vivent mieux. Et donc voilà, je leur demanderais tout simplement de quoi ils ont besoin et est-ce qu'ils ont besoin. Mais je pense qu'ils ont besoin. En fait, je pense qu'on n'est pas du tout assez informé par rapport à ce secteur et du fait qu'on soit pas informé, en fait, on peut pas savoir si le suivi est bon derrière, si peut-être qu'il y a des enquêtes qui sont faites, mais j'en sais rien du tout. Et en fait, tu peux pas savoir si tu as un bon suivi derrière, si les personnes qui sont malades sont bien suivies, si les personnes qui suivent les malades ça va genre si au niveau c'est comme un peu avec le Covid, les infirmiers qu'on avait beaucoup parlé là, qui étaient beaucoup pris, ça se trouve dans ce secteur, c'est la dèche, personne veut y aller et que ils sont obligés de faire des horaires de malades et tout, et que mentalement c'est compliqué, et ça on n'en sait rien du tout, et c'est horrible je trouve en vrai.
Donc c'est un secteur où, en fait, si tu veux pas savoir plus de choses, si tu veux pas t'informer de toi-même, ben en fait, on sait rien. Ça serait bien qu'on soit un minimum informé, que ce soit même à l'école par rapport à nos cours, même si ça n'a rien à voir avec... Enfin, moi, je sais que j'étais en SC2S, sanitaire et social, psychiatrie, que dalle, quoi. Alors que c'est quand même un sujet qui touche beaucoup de personnes, je pense, et que c'est le tabou et ce qui fait que qu'on n'en parle pas. Ça va? On est là, on vous supporte. Non, en vrai, ça doit être un métier de ouf. Enfin, moi, je respecte vachement les trucs comme ça. C'est pas moi qui irai là-bas être infirmière, donc franchement, bravo. Et est-ce que, moi, la question que je pourrais poser, c'est est-ce que vous êtes bien... Enfin, par rapport aux soignants et tout, est-ce que vous êtes bien suivis, vous? Alors des jours bien et des jours moins bien, mais on a des outils. Déjà on a l'équipe et ça quand on a une équipe solide c'est quand même hyper important. Ce que je disais, c'est-à-dire je parle pour cette équipe, on ne part pas chez soi si on a eu un problème, une situation qui nous a malmenés, qu'on a peur pour un patient. Enfin voilà, on ne part pas chez soi comme ça. On peut demander à débriefer à tout moment avec un médecin, s'il est open, avec les psychologues qui sont là pour nous, du service. Alors là aussi, avant nous avions des analyses des pratiques professionnelles qui coûtaient cher, puisque c'est quelqu'un de l'extérieur, de l'institution qui venait nous débriefer. Ça coûte cher, donc ça a été arrêté. Ça me touche que les gens se posent cette question, parce que c'est pas évident. Mais si l'institution nous traite bien, alors il n'y a pas de raison. C'est parce qu'on souffre là, parce que les gouvernements successifs nous ont maltraités. Ils maltraitent les personnes que l'on accompagne. Donc ça, c'est la pilule passe pas, quoi. On ne peut pas applaudir bravo, bravo, et puis après, surtout, ne changer rien. Alors, on avait une psychologue du travail, mais qui n'est plus là. Donc, nous n'avons plus de psychologue du travail. Donc, on compte sur nous, c'est-à-dire, on sait dans l'équipe qui est doué pour débriefer. Donc, paf, on demande, est-ce que tu as du temps pour moi? Et puis, des fois, on dit, il s'est passé ça, je ne peux pas rentrer chez moi comme ça. Et là, tout le monde reste et tout le monde réfléchit. Mais parce qu'on a cette hygiène, j'ai envie de dire, cette hygiène-là dans cette équipe. Mais il y a des équipes où ça n'existe pas. C'est important aussi de politiser ce combat, c'est-à-dire d'aller aux manifestations. C'est important de crier, de soutenir les collectifs de médecins, parce qu'il y en a qui disent « mais l'hôpital public se casse la gueule, vous ne pouvez pas nous laisser comme ça ». C'est important de soutenir des mouvements de travailleurs sociaux qui disent « mais ça ne peut plus durer comme ça ». Et là, on ne peut pas y arriver tout seul, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait les usagers, il faut qu'il y ait les familles d'usagers, il faut qu'il y ait les citoyens. Il n'y a que ça qui fera que ça pourra bouger. Il n'y a que le nombre et cet élan qui peut faire que ça bouge. À nous tout seuls, on n'y arrivera pas. Ce que je demande, c'est de bien réfléchir à quelle société on veut, quelle société on désire. Le chacun pour soi ou alors une pleine et entière solidarité. Concrètement, ça fait partie aussi des choses qui sont perdues et dégradées. Moi, quand je suis arrivée en psychiatrie, on avait régulièrement un accompagnement de qualité. Avec tout ce qu'on vit, il faut un espace pour pouvoir le vider ou le débriefer. Moi, pour chacun des groupes thérapeutiques que je faisais, on était supervisé par une psychologue qui n'était pas de notre service, qui nous écoutait du coup parler de ce qu'on fait, de ce qu'on pratique, pour pouvoir nous renvoyer, tiens, ça c'est intéressant, continue ou avance là-dessus. Ça par contre, tu me dis ça et tu fais ça, je trouve ça déconnant. Et ça nous permettait d'avoir un regard extérieur. Les équipes avaient des temps de supervision avec des psychologues aussi, il n'y a plus. On avait de la médecine du travail, j'ai connu ça moi il y a 23 ans quand je suis arrivée, il n'y a plus. Moi j'ai plus de médecin du travail, il n'y en a plus. Il y avait une psychologue du travail, elle est en arrêt. Et puis il n'y en a pas non plus, donc en fait c'est catastrophique. Et je vais aller un petit peu plus loin, comme je parlais tout à l'heure de la psychiatrie, avec justement cette spécialité, et je dis bien le mot spécialité, parce que tout le monde me parle de la spécificité du travail en psychiatrie. Alors, j'ai horreur de ce mot, parce que la spécificité, pour moi, c'est la spécialité à pas cher. Donc, sortie de 2008, le tutorat a été nommé, c'est-à-dire prendre en considération qu'un nouvel arrivant en psychiatrie, il va avoir besoin d'aide s'il veut s'en sortir, et donc lui attribuer un tuteur qui lui est expérimenté pour l'accompagner pendant 1 an. Ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'on a lancé. Et puis, comme les établissements attendaient des sous de l'ARS qui ne sont jamais venus, ils ont dit si on n'a pas les sous, on arrête. Et donc ça a disparu. Voilà. Alors là, c'est le seul truc que j'ai entendu là, positif dernièrement, c'est qu'ils se sont quand même dit, après malheureusement le décès d'Élodie, ça serait peut-être bien qu'on le remette en place. On est censé le remettre en place, mais j'avoue
J'avoue que je le fais parce que je sais que ça peut être utile, le tutorat. Je le fais pour mes jeunes collègues qui débarquent. Mais concrètement, j'attends de voir les moyens qu'on va nous donner, parce que si c'est comme le reste, ça n'est que des mots, du blabla. J'ai très envie de le faire, parce que tant que je travaille ici, mes collègues sont aussi celles qui vont m'aider à me protéger. J'ai envie qu'elles aient des outils pour qu'on travaille tous ensemble de manière correcte. Donc moi, à ce titre-là, je suis très investie dedans et j'ai envie de le faire. Mais concrètement, j'ai encore des craintes. J'arrive plus à faire confiance à mon institution parce que je ne connais pas d'aller vers du mieux et donc on nous donne des moyens. Donc j'attends de voir. Mais c'est de l'énervement du paradoxe, c'est-à-dire de se faire applaudir d'un côté et de l'autre côté de se faire raboter toujours. Ce que je sais, c'est qu'on nous a applaudi, puis un an plus tard, c'est limite si les médias nous traitent pas de voyous. Après, je reste une amoureuse de mon métier, hein, mais j'espère pouvoir le pratiquer encore correctement jusqu'à ma retraite. Mais j'avoue que des fois, j'ai bien des doutes. Ben, on s'en sort parce que... moi, je m'en sors parce que j'ai des collègues exceptionnels. On parle beaucoup, on fait aussi des soirées. Donc, faut savoir que l'hôpital où je travaille, on n'a pas de médecin de travail. C'est la seule structure, une structure hospitalière où il n'y a pas de médecin du travail. Partout ailleurs, dans le privé, n'importe quel... Les gens passent une fois par an à la médecine du travail. Nous, non, on n'en a pas. Après, il y a des psychologues qui viennent. La nuit de la pratique, ça c'est peanuts parce que ça se fait pas. Moi, ça fait 10 ans que je n'en ai pas eu. Et on fait comme on peut. C'est pas comme on peut, mais on fait avec nos tripes, en fait. Le seul moyen de s'en sortir, pour prendre du recul, c'est avec les collègues, c'est débriefer. À chaque situation, pas avec les cadres, parce que de toute façon, les cadres qui actuellement, ils y connaissaient rien. Avant, quand j'ai commencé, j'avais des cadres qui sortaient du terrain. Ils savaient, ils avaient été infirmiers, ils avaient été éduques, ils sont montés en grade et ils sont devenus cadres sup, mais ils connaissaient le terrain. Actuellement, il y a des gens qui arrivent de nulle part, d'une école, ils vont manager une équipe, ils y connaissent rien. Et c'est des gestionnaires. Donc moi ça me convient pas. Heureusement je vais m'en aller parce que travailler avec des gens qui n'y connaissent rien, c'est pas enrichissant. Donc moi j'ai mes collègues avec qui on débriefe souvent. À chaque grosse situation on débriefe. Grosse situation ou situation compliquée, on débriefe et on en parle. Et ça reste pas parce que ce qu'on parle pas ça reste et ça pourrit par en dessous. C'est jamais bon, ça revient à un moment donné. Donc l'intérêt c'est d'en parler et de pas rester avec son mal-être. Alors, on ne laisse jamais une personne seule, quelle que soit l'assistante sociale ou la psycho ou n'importe quoi. Où je travaille, moi, ça se passe comme ça. On ne laisse jamais personne tout seul sur le bord de la route. Et on en parle. Et à partir du moment où on en parle, ça sauve. Merci de votre écoute. Fin de la 3e et dernière partie du documentaire sonore réalisé par Luce Tomaso.